je crois en la démocratie. Je pense qu'à chaque moment où la crise, ou à chaque moment un peu difficile, la démocratie se réveille et puis prend finalement les bonnes décisions. Je prends toujours cet exemple de l'emprunt Minger, ça vous dit peut-être quelque chose. 1937, on décide qu'il faut très rapidement se réarmer, on lève des fonds tout à fait considérables. En 1937, on est à 2 années de la Seconde Guerre mondiale, et finalement cette générosité, cette décision extrêmement forte de la population suisse a permis de lancer l'acquisition d'avions de combat et de chars de combat. On a commandé 300 chars de combat en 1937, et vous savez ce qui s'est passé avec l'emprunt Minger. Rien du tout. Rien du tout, parce que en 1938, début 1938, plus personne n'est disposé à vendre des armes à un pays neutre comme la Suisse. Et même la République tchèque, ou la Tchécoslovaquie de l'époque, auprès de qui nous avions commandé ces 300 chars, a livré les 24 premiers, enfin pour être précis, ils ont livré les 12 premiers sans armes et sans radio, et les 12 autres ont été fournis par train en pièces détachées. Débrouillez-vous pour les assembler vous-même à Thun. Donc la Suisse a eu en tout et pour tout, malgré tout l'argent, malgré toute la bonne volonté de la population suisse de 1937, la Suisse a eu exactement 24 chars de combat pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire face. Et mon propos, c'est ici de dire qu'il faut être prévenant, il faut anticiper, et c'est pas au moment de la crise qu'il faut se poser la question, c'est où la sortie de secours. C'est pas au moment où vous tombez malade qu'il faut se dire, mais est-ce que je dois prendre telle pilule, ou est-ce que c'est peut-être le moment de prendre un rendez-vous le mois prochain avec mon médecin généraliste? La santé et la sécurité, c'est pareil. C'est quand vous ne l'avez plus que vous vous rendez compte qu'il fallait investir là-dedans, qu'il fallait s'intéresser à ces questions il y a longtemps. Et c'est pour cela que notre politique de sécurité, c'est quelque chose qui se construit sur la durée, qui se construit sur des décennies, et vous ne pouvez pas tout d'un coup décider « Oh, finalement, la 3e dimension, c'est pas intéressant. Ah, maintenant, on met tout sur le cyber, et puis on oublie tout ce qui a été fait jusqu'à présent. » Donc, on peut avancer dans ces présentations. Bien sûr, nous sommes un pays en paix. Nous profitons de cette situation de paix. Il faut juste rappeler peut-être qu'il y a 45 conflits armés à travers le monde. C'est un chiffre comme un autre. 45 conflits armés dans le monde, ça veut dire qu'il y a un pays sur 4 à travers le monde qui connaît la guerre. Et si vous pensez que certaines personnes qui connaissent un pays en guerre fuient ce pays en guerre et vont peut-être ailleurs, je ne dis même pas forcément en Suisse, ça veut dire que grosso modo, les conflits armés dans le monde aujourd'hui, c'est une réalité extrêmement présente pour 50% de la population mondiale. Donc c'est pas parce qu'on est des privilégiés, c'est pas parce qu'on est à une certaine distance des troubles et des difficultés qu'il faut complètement fermer les yeux à certaines réalités. Les conflits armés sont quelque chose de très réel dans le monde aujourd'hui. On peut avancer. Je cite, une fois n'est pas coutume, le rapport sur la politique de sécurité 2016, qui a une formule, à mon avis, excellente, qui résume très très bien la période dans laquelle on vit. Cette phrase, elle est de dire qu'il y a une certaine banalisation de l'utilisation de la force dans les relations internationales. C'est des mots un petit peu feutrés comme ça de salon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la guerre froide, le jour où quelqu'un avec toute une série d'étoiles propose à un président ou à un chef d'État « on va bombarder ceux d'à côté », pendant la guerre froide, on a fait très très attention à ce genre de choses. On est allé bombarder, on est allé envahir quelques îles ou quelques montagnes le plus loin possible des médias, mais lorsqu'il s'agit vraiment d'entrer en force dans un pays, on a fait très très attention pendant 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez un pays, si ça se trouve, c'est l'Iran, qui tire 15 missiles balistiques pendant la nuit sur le pays d'à côté pour viser des troupes américaines et des avions américains, des Marines, sur 2 bases en Irak, et qui touche probablement également des cantonnements canadiens, norvégiens et j'en passe. Et puis, ça paraît normal. Ça paraît normal. On allume la télévision à 19h30, ça paraît normal, parce que le lendemain, on va au travail. Tout est normal.
C'est ça la banalisation de l'usage de la force dans les relations internationales. Jusqu'à présent, vous aviez une palette d'outils qui était assez restreinte. Vous pouviez assassiner un dictateur, vous pouviez faire de l'aide économique. Aujourd'hui, parmi la trousse à outils, il y a aussi les bombardements, les drones, et puis l'usage de la force. On a parlé tout à l'heure du cyber. Alors je vais vous dire un secret. Les nouvelles menaces ne remplacent pas, ne suppriment pas les précédentes. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Vous ne shootez pas, vous n'enlevez pas une menace avec une nouvelle menace. Et donc, si vous regardez aujourd'hui l'arsenal que l'on découvre simplement sur le continent européen, vous vous rendez compte que le potentiel militaire, il est toujours là. Ce qui est nouveau depuis 2015, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à 2015, c'était surtout l'Asie, c'était surtout le Moyen-Orient qui se réarmait et qui achetait des armements essentiellement en Occident. Mais aujourd'hui, il y a deux phénomènes nouveaux depuis les années 2010-2015. Premier phénomène, la plupart, la quasi-totalité des pays européens réarment également. Ils réarment également parce qu'il y a toute une série de véhicules, il y a toute une série d'engins, de systèmes d'armes qui doivent être remplacés parce que, comme en Suisse, en France, en Angleterre ou ailleurs, la plupart des systèmes d'armes qui sont encore exploités, qui sont encore en service, ils ont été développés dans les années 1970, pendant la guerre froide, dans les années 1980. Aujourd'hui, la plupart de ces systèmes, c'est le cas en Suisse aussi, doivent être remplacés. Donc on est face à un cycle d'investissement majeur. Et puis vous avez un deuxième phénomène, si on regarde ici les flottes des avions de combat, alors vous avez des couleurs différentes pour dire lesquels de ces avions sont des avions de nouvelle génération et puis lesquels sont des avions un petit peu plus anciens. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les avions de dernière génération, les avions qui sont développés et qui sont fabriqués depuis ces 10 ou ces 20 dernières années, ce sont des avions qui se caractérisent tous par une chose, ce sont des avions de plus en plus polyvalents. Donc aujourd'hui, je peux vous montrer que la Russie, pour prendre juste un exemple, possède quelques centaines de ces avions de dernière génération. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ces avions, ils peuvent tous faire de l'exploration, ils peuvent tous faire de l'attaque au sol, ils peuvent tous faire de l'interception. Ça veut dire que le potentiel militaire, il est tout à fait considérable, il est beaucoup plus important par rapport à la guerre froide, où vous aviez bien sûr quelques centaines, quelques milliers d'avions, mais vous en aviez seulement une partie qui pouvait bombarder, alors que les autres faisaient essentiellement de l'exploration, d'autres c'était uniquement des chasseurs. Donc cette polyvalence, elle fait qu'en réalité, il faut regarder d'un œil critique les chiffres. La plupart des pays européens, des petits États européens, comme les Pays-Bas, comme la Belgique, ont des flottes d'avions de combat de 60 à 80 appareils, mais ce sont des avions qui peuvent absolument tout faire. Les missions de l'armée, elles ne changent pas. Elles ne changent pas avec le développement de l'armée de 2018, c'est-à-dire qu'on maintient ces trois missions. C'est la promotion de la paix, d'une part, où on a besoin de certaines expertises techniques, à l'étranger en particulier. Deuxièmement, c'est la contribution aux conditions existentielles, donc c'est les engagements subsidiaires de l'armée. Et puis troisièmement, ça reste le noyau de la défense territoriale. Et on est bien content d'avoir maintenu ce noyau de défense territoriale parce que tous nos voisins européens sont en train de revenir, de faire un rétropédalage et de réinventer la défense territoriale, et en particulier en France. C'est quelque chose qui avait été totalement, je dis ça parce que vous parlez et vous travaillez beaucoup avec nos collègues français, donc vous pouvez leur poser la question et avoir des discussions, je pense, très intéressantes. Pour l'armée française, la défense territoriale, ça n'existe plus depuis les années 1960. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé l'arme nucléaire. La défense territoriale de la France, ça a été ça, et c'est ce qui a permis de réduire et de professionnaliser l'armée française. Et bien maintenant, en France et ailleurs, il faut créer une garde nationale, il faut aller chercher des réservistes, il faut trouver des solutions. Comment est-ce qu'on va faire pour maîtriser le territoire? Comment on va faire pour le défendre le jour où on est dans une situation difficile? Dans les airs, on est confronté à une particularité, c'est qu'en temps de paix déjà, c'est-à-dire maintenant, au moment du World Economic Forum, au moment des discussions ou des conférences internationales à Genève, eh bien vous avez besoin d'une surveillance et d'une police aérienne. On passe au suivant. Bien sûr, dans une situation de tension ou de crise,
on a besoin d'armer ces avions un peu plus, de changer les règles d'engagement. Et puis troisièmement, si on doit passer à une défense aérienne pour maintenir la souveraineté aérienne, je vais vous donner encore un autre secret. Ben, ce sont les mêmes avions. Ce sont les mêmes avions. Parce que les gens qui imaginent qu'on peut acheter un type d'avion pour le temps de paix, pour faire de la police aérienne, et puis un deuxième type d'avion pour le temps de crise, qui est peut-être un petit peu plus rapide, et puis un troisième qui cloue tout le monde au démarrage, qui lui alors peut être utilisé en temps de guerre, ça je peux vous dire déjà maintenant, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ce sont les mêmes avions, ce sont les mêmes pilotes, simplement on va les former un peu mieux, on va peut-être trouver moyen d'avoir des scénarios plus réalistes, on va changer les règles d'engagement, on va peut-être mettre de nouvelles armes sur ces appareils, mais ce sont fondamentalement les mêmes avions. Et puis Air 2030, puisque c'est le sujet de cette intervention avant la pause de midi, Air 2030, c'est pas acheter des avions. L'avion, enfin le châssis, le fuselage de l'avion, c'est ce qui va coûter le moins cher dans tout ce dont on est en train de parler d'ici le 27 septembre. La carcasse de l'avion, c'est pas ça qui coûte cher. C'est l'électronique qu'il y a à l'intérieur, et c'est tout ce qui permet de transmettre, tout ce qui fait que déjà aujourd'hui, quand vous êtes dans un avion, vous avez grosso modo toute la situation de tous les capteurs de toute la Suisse qui s'affichent sur votre écran devant vous, devant votre manche à balai. C'est ça le véritable enjeu de Air 2030. Donc l'avion, c'est une des composantes, c'est ce qui permet de faire voler un radar au bon endroit, au bon moment, et puis de se trouver au bon emplacement pour pouvoir tirer une arme qui a des chances de toucher. Mais là derrière, il y a aussi des radars, il y a aussi tout un système de commandement et de contrôle au sol, et on ne peut pas différencier, on ne peut pas séparer les choses. C'est exactement la même chose que pour l'artillerie. Je reviens sur cet exemple parce que je vois des patelettes rouges, et puis ça fait 2 fois, j'ai noté dans les présentations qu'on a parlé de 109 en Valais, donc je suis obligé forcément de parler d'artillerie. Les systèmes actuels, on peut se dire aujourd'hui, il n'y a pas de besoin de les remplacer, sauf que ces systèmes actuels ont tous été développés dans les années 1970-1980. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. On peut pousser le système de défense contre avion Rapier, un système de défense contre avion, un système de missiles, on peut pousser encore quelques années. Mais alors on n'a plus vraiment les pièces de rechange, parce que les Britanniques et d'autres pays sont passés sur des missiles plus modernes, ils ont déjà remplacé leur système, en tout cas en partie. Et puis deuxièmement, les performances de ces systèmes, ça nécessite des centaines de militaires, des centaines de personnels, pour créer un réseau de défense contre avion à travers une partie absolument dérisoire du pays. Le Rapier, c'est un système qui a une portée de 6,8 km. Donc, vous voyez les centaines de personnes qu'il vous faut et qu'on n'a plus avec l'armée d'aujourd'hui pour faire quoi? Pour défendre, on va dire, la banlieue de Payerne. Alors, je sais que la syndic de Payerne, c'est un peu un sujet d'actualité dans le pays de Vaud par les temps qui courent. Enfin, c'est pas ça qu'on attend d'une défense aérienne moderne. Et c'est la même chose avec les Tigres, c'est la même chose avec les FA-18. Oui, ce sont des appareils qui volent aujourd'hui, mais à partir du moment où on fait prolonger l'utilisation, la durée de vie de ces appareils, il est clair que les coûts d'exploitation, les coûts de fonctionnement, les pièces de rechange vont coûter de plus en plus cher. Et puis finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le châssis de l'avion, c'est pas le fuselage de l'avion qui coûte cher, c'est le radar, c'est les systèmes de transmission de données. Et à un moment ou à un autre, il faudra faire cette transition. Et Air 2030, c'est la transition vers un nouveau réseau ou un nouveau type de système. Je ne vais pas aller sur les décisions politiques, on peut avancer, mais ce qui a été décidé, c'est une votation populaire le 27 septembre, et puis bien sûr l'enveloppe de 6 milliards, les affaires compensatoires à hauteur de au moins 60%, on peut avancer, de manière à ce qu'on trouve un certain équilibre, 6 milliards pour cette enveloppe pour l'acquisition de nouveaux avions de combat, qui encore une fois ne sont pas des avions de combat pour aujourd'hui, ni pour demain, ni après-demain. On est en train de parler de l'entrée en service des premiers appareils avec une capacité opérationnelle initiale. On est en train de parler de 2027-2028, si tout va bien. Donc ces appareils, c'est un investissement pour les années 2030, 2040, 2050. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre société. C'est la relève, c'est la relève.
Donc on est responsable aujourd'hui de la relève et de la sécurité des années 2030, 2040, 2050. Les 2 milliards en gris au milieu, c'est pour le renouvellement de la défense sol-air, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis les 7 milliards, c'est l'enveloppe qui est prévue pour remplacer certains systèmes des forces terrestres qui, encore une fois, peuvent être prolongés encore quelques années, mais que ce soit les piranhas de l'infanterie ou d'autres systèmes, comme par exemple, et je m'excuse de revenir encore au M109 et à l'artillerie, à un moment ou à un autre, il faudra changer ces systèmes, tout simplement parce qu'on a un déséquilibre entre le nombre de personnel nécessaire et puis une efficacité au but de quelques tubes qui aujourd'hui n'est plus favorable. Donc on devra changer de système à un moment ou à un autre. On passe à la suite. Il n'est pas prévu d'augmenter plus que nécessaire le budget de l'armée. Et si c'est le défaut de l'ancien historien que je suis, si vous allez dans les années 1950, les années 1960, vous verrez que les avions qu'on a achetés et les chars qu'on a achetés à l'époque, c'était toujours des crédits exceptionnels sur une dizaine d'années qui avaient été votés par le Parlement pour acheter les Mirages, pour acheter les chars Centurion, etc. etc. Aujourd'hui, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'utiliser le budget des acquisitions de matériel de guerre à hauteur de 10 milliards sur 10 ans, et puis d'utiliser l'accroissement annuel de 1,4% du budget de la défense. Et ça couvre pratiquement tous les besoins pour le remplacement de ces investissements de 15 milliards au total, dont je l'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'augmenter le budget de l'armée, et certainement pas d'augmenter plus le budget de l'armée suisse par rapport à nos voisins européens qui ont tous, eux, l'objectif de l'OTAN, c'est-à-dire 2% du PIB. Je vous rappelle qu'on est à 0,73, 0,74% du PIB en Suisse, donc on a de la marge, et quand on vient nous expliquer qu'il faut un modèle norvégien, un modèle français, un modèle je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'il faut tripler le budget de l'armée. Moi je suis très douteux face au modèle norvégien, au modèle autrichien et ce genre de comparaison. Les 60% d'accords de compensation, s'il y a des questions, on en parlera volontiers, mais ça c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, le nombre d'outils, le nombre de systèmes, le nombre de canons, le nombre de chars, le nombre de radars, ça n'est pas suffisant pour définir notre capacité à nous défendre. On a besoin d'une base industrielle en Suisse qui est spécialisée dans ce domaine, dans ce créneau de l'armement, parce que le jour où il y a vraiment un conflit, je ne vais pas mettre ma main au feu, mais enfin, pratiquement, on peut être assuré d'une chose, les codes auront changé, la guerre électronique fera qu'une bonne partie des systèmes ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent pas contre un certain nombre d'adversaires. Et si vous n'avez pas en Suisse les industriels qui peuvent changer les codes, qui peuvent changer les longueurs d'onde des capteurs de certains missiles, qui peuvent changer les codes de certaines radios, je peux vous dire on ne va pas aller très très loin. Donc il y a toute une partie hardware dont on a parlé tout à l'heure, acheter des avions, remplacer des pièces d'artillerie, ça c'est une partie. L'autre partie, c'est avoir les compétences et l'autonomie technologique de faire en sorte que nos systèmes fonctionnent le jour où on appuie sur le bouton. On peut passer à la suite, et encore à la suite. Alors maintenant, chaque expert, et vous savez qu'on a 8 millions d'experts en Suisse, au moins, chaque expert y va avec sa propre expertise, mais je peux vous dire que l'acquisition d'avions écoles que nous avons déjà, ou des solutions low cost qui vont à la moitié de la vitesse et à la moitié de l'altitude d'un avion de ligne, ça, c'est pas des solutions réalistes. Ça, c'est pas des solutions réalistes. Et encore une fois, acheter des avions d'entraînement alors que nous les avons déjà, ça n'apporte rien. Armer des avions d'entraînement, ça on peut déjà le faire avec les Pilatus, mais encore une fois, pourquoi faire? On n'a pas besoin d'avoir des avions pour la police aérienne, puis d'autres avions pour le temps de crise, et puis un troisième avion qui est camouflé différemment pour le temps de guerre. Donc soyez un peu attentifs avec ces expertises. Les vraies expertises, elles ont déjà été faites. C'est un rapport qui s'appelle R 2030. C'est le chef d'état-major de l'armée qui a conduit ce rapport qui dit qu'il y a 4 variantes. Soit vous voulez 20 avions de combat, 30 avions de combat, 40 avions de combat et plus.
Et puis en fonction du nombre de ces avions, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut garantir, et voilà notre autonomie stratégique en Suisse. Est-ce qu'on tient 2 semaines, est-ce qu'on tient 4 semaines, voire plus? Voilà, tout a déjà été écrit dans ce rapport R 2030. Les candidats, eh bien, vous les connaissez déjà, on peut discuter, si vous le voulez, pendant le repas des avantages et des inconvénients de tel système. Enfin, à la fin, soyez attentifs aussi qu'on n'est pas en train de choisir ou de sélectionner un avion qui est 36 fois meilleur que les autres. Encore une fois, l'avion lui-même, quelque part, c'est juste le châssis sur lequel on greffe un certain nombre de capteurs et puis un certain nombre d'armes. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les solutions low cost, ce n'est pas des bonnes solutions. L'Autriche a décidé de casser la décision des militaires d'acheter le Gripen pour des questions politiques. Donc la présidence a décidé qu'il fallait acheter européen, il fallait acheter l'Eurofighter. Alors l'Eurofighter d'occasion de première génération qui n'a pas un radar moderne, qui n'a pas de missiles à longue portée, ces avions autrichiens sont pratiquement inutilisables. Donc ce dont il est question, ce n'est pas d'acheter n'importe quel FA-18, n'importe quel Eurofighter, n'importe quel F-35, mais il faut voir exactement quelles sont les versions et puis qu'est-ce qu'on nous permet d'utiliser ou quelles sont les conditions qui sont véritablement faites à la Suisse. Et puis les 2 systèmes de défense sol-air longue portée, vous les avez ici également. Je rappelle simplement que les missiles balistiques, les missiles de croisière, ce n'est pas des choses qui arrivent à la Saint-Glinglin, c'est des choses qui, malheureusement, équipent beaucoup de forces armées autour de chez nous et un petit peu plus loin en direction du Moyen-Orient, et qui, malheureusement, sont parfois utilisées sur un coup de sang. Le partenariat ou la coopération internationale, alors on va tout de suite mettre les pendules à l'heure. Si vous voulez bénéficier de quelque chose dans une coopération, il va falloir payer, il va falloir s'investir dans autre chose. Alors j'ai beaucoup eu l'occasion de voyager dans ma carrière, et je peux vous dire, lorsque vous allez du côté de la Hongrie, lorsque vous allez du côté des États baltes, et que vous posez la question, c'est quoi l'actualité militaire? Qu'est-ce qui se passe dans votre armée, etc. Eux, ils ne sont pas au Kosovo, hein. Ils sont en Afghanistan. Vous savez pourquoi ils sont en Afghanistan? Alors que tout le monde sait pertinemment que la cause, elle est perdue. Elle est perdue, mais vous êtes membre de l'OTAN, donc voilà, tous les grands pays, eux, ils ont déjà fait leur tour, leur rotation, leur cycle en Afghanistan. Donc maintenant, ceux qui vont, si j'ose dire, régler et nettoyer sur la fin et partir avec la queue entre les jambes, ce sera les Hongrois, ce sera les pays de l'Est, etc. Vous voulez faire partie de l'OTAN? Eh bien, voilà. Il faut se poser la question, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous êtes capable de fournir en retour? Donc il n'y aura pas, there is no such a thing as a free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Si vous voulez quelque chose d'un partenariat, il faudra aussi contribuer quelque chose. Et comme par hasard, on se rendra compte qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même des avions de combat. Regardez la Belgique, regardez les Pays-Bas, regardez la Norvège, regardez le Danemark. C'est tous des pays qui engagent leurs appareils, leurs avions de combat au-dessus de la Libye ou à différents moments dans différentes situations de crise. On peut passer à la suite. On parle bien sûr de dire les avions de combat pilotés, ça n'a pas d'avenir et il faut d'autres systèmes d'armes. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'un avion d'entraînement, ça ne pouvait pas intercepter un avion de ligne parce qu'il volait à la moitié de la vitesse et à la moitié de l'altitude. Vous pouvez encore diviser par 2 la vitesse maximum d'un hélicoptère, c'est dans les 300 km/h, donc c'est 4 fois moins vite et vous volez 4 fois moins haut qu'un avion de ligne. Donc il ne faut pas nous expliquer que d'autres systèmes, des drones ou autre chose, vont pouvoir résoudre ces questions-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne vaut rien et on a du matériel qui est obsolète et déclassé et qu'il faut tout tracer des organigrammes et puis il faut tout recommencer à zéro. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Encore une fois, on est en train de parler de 2027 pour que les premiers appareils aient une capacité opérationnelle et puis petit à petit prennent le remplacement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la relève des appareils et des systèmes actuels. Donc on est en train de parler de 2027 jusque dans les années 2050. Voilà.
Encore une fois, c'est un système complet dont il est question aujourd'hui. Donc ce n'est pas uniquement une question d'avion, c'est une question de savoir est-ce qu'on veut avoir une couverture aérienne, est-ce qu'on veut respecter finalement tous les rapports sur la politique de sécurité depuis 1990 qui nous disent en 1990 il n'y aura pas de guerre en Europe. Ensuite en 2000 qui disent il n'y aura pas de guerre vraisemblablement dans les 6 prochaines années. Et puis ensuite en 2010 on dit il y a la guerre sur les frontières du continent européen. Alors je ne sais pas ce que dira le prochain rapport sur la politique de sécurité dans 1 an ou dans 10 ans. Enfin, on peut se dire quand même que la température est en train de monter et puis que, encore une fois, il s'agit d'être clair. Il y a des énoncés, on doit faire des déductions. La conclusion, à mon sens, c'est qu'il ne s'agit pas de déboulonner le système actuel, il s'agit de continuer et améliorer la défense actuelle, la politique de sécurité de la Suisse, qui est un ensemble. Vous ne pouvez pas détacher, supprimer SwissInt ou supprimer telle ou telle composante de l'armée. Ce n'est pas aussi simple que ça, c'est quelque chose qui est un tout cohérent, qui fonctionne bien ensemble. Et bien sûr, nous comptons sur vous d'ici le 27 septembre pour faire en sorte que la population soit informée et puis puisse, si j'ose dire, ne pas brutalement remettre en cause la politique de sécurité de la Suisse, mais que l'on se rende compte qu'il y a finalement du travail là derrière, il y a une certaine continuité, et puis il y a des besoins qui sont évidents, peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais certainement à partir des années 2025-2030, il y a une nécessité de relève dans cette défense aérienne. Merci pour votre attention.